France Maghreb 2. Eh bien le bonjour à vous, merci d'être avec nous en ce jeudi 7 septembre sur France Maghreb 2, c'est le LGF jusque 18h avec pour m'accompagner aujourd'hui monsieur Jamel Lamri, le président de la FPI, c'est l'Académie française de la pensée islamique. Jamel, bonjour. Bonjour à toi Christophe. Ravi de te revoir. Le plaisir est partagé et un bonjour à tous nos auditeurs. Les vacances furent bonnes? Très bonnes, très reposantes. Très bien, parti un peu? Oui. Oui, avant cette rentrée extrêmement chargée. Oui, on en parlera d'ailleurs à plusieurs reprises puisque vous organisez donc le 23 septembre la rencontre des intellectuels musulmans, nouvelle édition. Exactement, le deuxième colloque des intellectuels musulmans francophones, le samedi 23 septembre, et sur la thématique de l'islam de France, un culte, des cultures et une société. Bon, et ben ça promet justement, parce qu'on va en parler de l'islam de France dans un instant, ou plutôt l'islam des consulats, puisque je vous raconterai un petit peu les coulisses d'une présidence quelque peu menacée, celle d'Ahmet Ograt. Vous savez que c'est une plaque tournante au sein du CFCM entre Algérie, Maroc et Turquie. Sauf que Ahmet Ograt a commis un petit impair qui pourrait peut-être lui coûter sa place. Je vous raconterai un petit peu les coulisses de cette petite histoire qui promet d'être très sympathique à commenter tout à l'heure, mon cher Jamel. On parlera aussi à 17h de ce fameux médicament que certaines connaissent en l'occurrence parce qu'il est pour réguler les problèmes de thyroïde. Ce médicament qui s'appelle le Levothyrox et qui a été changé dans sa dose, ce qui occasionne des effets secondaires chez beaucoup de patients. On en a recensé plus de 2500 là jusqu'alors. Ça peut aller de la perte de mémoire à troubles de la vue, problèmes de fatigue, etc. Nous serons avec une endocrinologue qui s'appelle Dr Karcha, qui viendra répondre à nos questions et aux vôtres aussi si vous en avez au 01 40 33 9000. Et nous aurons aussi Sarah qui est une patiente qui a rempli d'ailleurs parfaitement les effets secondaires suite au changement de dose de ce médicament depuis juillet dernier. Tout à l'heure, elle s'appelle Sarah, elle nous racontera un petit peu comment ça se traduit. Le zapping bien sûr, et puis toujours notre grand quiz du LGF avec à gagner cette semaine une paire de Ray-Ban d'une valeur maximale de 169 €. Offert toujours par l'opticien Entrevue Optique, 17h30. Dans ton avis tranché, mon cher ami Jamel, tu vas nous parler de ce sujet complètement occulté par les médias français, les Rohingyas. Rohingyas, oui, exactement. Donc j'aurai l'occasion d'en parler. Et c'est vrai que c'est une cause qui n'a pas commencé hier ou avec on va dire le buzz que ça fait ces derniers jours. Ça a commencé depuis bien longtemps et je me souviens de celles et ceux qui se sont mobilisés au tout départ et il y avait malheureusement pas assez de monde. Donc là, effectivement, très heureux de voir que les gens se mobilisent, mais il y a encore du travail. Beaucoup de travail, évidemment. On en a parlé hier avec Sakina de Ameb qui était avec nous hier. Et puis ton coup de cœur, là, c'est sympa, vous allez voir, restez avec nous parce que c'est une belle histoire que va nous raconter Jamel. Comme quoi, on dit souvent, oui, qu'il y a des problèmes interreligieux. Eh bien, pas du tout. Et il y a aussi des belles choses et de belles images telles que ces musulmans du 15e arrondissement de Paris qui se sont vus privés de leur lieu de prière parce qu'il a été incendié, je crois. Ou c'est incendié ou fuite? Fuite, on parle d'une fuite, non? Ouais, voilà. Et vous allez voir que les juifs et les catholiques se sont mobilisés pour justement permettre aux musulmans de pouvoir prier et d'autres aussi ont permettent aussi de refaire un petit peu des travaux justement. On en reparlera donc tout à l'heure plus en détail tout à l'heure et puis on te demandera, tu nous réserves la surprise de nous choisir un titre dans le cadre de la playlist de la team LGF. Pourquoi tu as choisi ce titre? Tu nous le feras écouter donc tout à l'heure. Pour l'heure, on commence cette émission comme d'habitude par C'est arrivé. C'est arrivé un 7 septembre, c'est normal, Jamel, chers amis auditeurs, auditrices, puisque nous sommes, je vous apprends rien, le 7 septembre. Le 7 septembre, une disparition en 1566, monsieur Jamel, de Suleiman le Magnifique, 9e sultan de la dynastie ottomane. En 1822, c'est le Brésil qui déclare son indépendance du Portugal. Donc bonne fête à tous les Brésiliens évidemment. Puis quelques anniversaires de célébrités, alors peut-être que tu les connais pas toutes Jamel, notamment avec celui d'un ancien champion du monde 98, Marcel Desailly. Connais? Si, bien sûr. Quand même. Bien sûr. Il fête ses 49 ans aujourd'hui. 40 ans pour la navigatrice Maude Fontenoy.
Et puis on va également souhaiter un bon anniversaire à celle qui en a fait chanter et danser plus d'un avec le tube I Will Survive, mais également avec ce titre, écoutez plutôt Glory Gaynor. Avec monsieur Jamel Lamric, qui est avec nous jusque 18h, le président de l'AFPI, l'Académie française de la pensée islamique sur France Maghreb 2, qui, je le rappelle à ce titre, organise le 23 septembre la deuxième rencontre des intellectuels musulmans de France, avec une belle brochette d'art de responsables et d'intellectuels musulmans qui seront de la partie. Oui. Notamment, tiens, j'ai cru voir une membre de la team LGF, Sabrina Artiste. Oui, Sabrina Gassim qui sera également présente. Donc elle nous fait l'amitié d'être présente lors de ce deuxième colloque. Et il y aura évidemment beaucoup de personnalités. Ça va être une journée donc de nombreux Ghaleb Benchir, Ahmed Jaballah, Larbi Keshat, Abdel Hafid Benchouk, Slimane Reski, Ismaël Chouder, Sofiane Meziani, Saïdi Diaminian, donc Awes Séniger, le président d'honneur du CFCM Mohamed Moussaoui, donc que du beau monde. Que du beau monde, tout cela autour d'un thème. Oui, Islam avec un S de France, un culte, des cultures, une société. Voilà. Donc de nombreuses tables rondes tout au long de la journée. Voilà, exactement. Donc 3 tables rondes. Donc un accueil à partir de 8h30. Une première table ronde sur l'institutionnalisation de l'islam de France. Ensuite une deuxième sur le musulman et le pluralisme. Et une troisième table ronde, contribution des musulmans à la société française. Donc les gens viennent sur place, donc s'inscrivent sur le lien WizEvent-CIMF et ensuite voilà ils réservent directement leur place sur le site internet. Ensuite quand ils viennent voilà, l'objectif c'est qu'ils passent toute la journée avec nous. La formule comprend effectivement le petit déjeuner, le déjeuner et la pause café, et vraiment l'objectif c'est que les gens puissent après échanger, qu'il y ait du réseautage entre les gens, du networking, et qu'il y ait des discussions sur l'islam de haut niveau, et des discussions qui vont bien évidemment se faire avec beaucoup de bienveillance et d'esprit critique. Bah c'est parfait. Est-ce qu'il y a une page Facebook pour l'événement ou pas? Oui, voilà, on tape deuxième colloque des intellectuels musulmans francophones, CIMF, et voilà, on tombe dessus sur Facebook. On a également nos partenaires, je pense à Safir News, les Cahiers de l'Islam, Mizan, et également Iqra TV qui sera là pour filmer, bien évidemment, et qui va retransmettre un petit peu plus tard donc les 3 tables rondes. Très bien. En direct ou différé? En différé. Voilà, en différé. Voilà. C'est parfait. Donc Jamel d'ailleurs vous permettra la semaine prochaine de repartir avec une place d'une valeur de 35 € quand même, hein, c'est pas rien. Oui, voilà. Donc la semaine prochaine dans le cadre du quiz du LGF, voilà, donc ce sera un petit cadeau supplémentaire qu'on vous offrira la semaine prochaine. Alors justement, tu parlais de l'islam, des cultures et compagnie. Eh bien, je vais te raconter un petit peu ce qui se passe du côté du CFCM. Est-ce que tu es au courant d'abord un petit peu ce qui se passe, mon cher Jamel? Alors, je vais d'abord t'écouter. Alors, l'histoire commence de façon un petit peu banale. Hein. L'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, a rencontré le nouveau président du CFCM, donc monsieur Ahmed Ograt. Oui. À s'entretenir, donc officiellement, Sarkozy souhaiterait parler de l'organisation de l'islam avec le nouveau patron du CFCM. Officieusement, comme il l'a confirmé d'ailleurs à Christophe Castaner récemment, l'ancien chef d'État s'ennuie et veut gagner beaucoup d'argent. Pour ce faire, Sarkozy a pour objectif de monter son propre fonds, et la Turquie semble intéressée. L'ancien dirigeant qui n'y a cependant peu d'entrée, alors que qui de mieux placé, j'allais dire, que le président du CFCM, réputé proche du parti du président Erdogan, pour faire une entrée fracassante sur le territoire turc. Sauf que la demande de Sarkozy, donc qui, je vous rappelle, donc était officieuse, a fuité au sein du CFCM, et un membre de la fédération de la Grande Mosquée de Paris a rapidement prévenu de ce qui se tramait, obligeant d'ailleurs donc le président Ograt à reporter son entrevue. Une fuite qui fait les affaires des Algériens, qui se verraient bien avec les Marocains, éjectés donc le patron du CFCM, en accord avec le gouvernement français, peu à l'aise d'ailleurs avec un président qui est proche, réputé d'Erdogan.
Pour éviter donc toute accusation d'ingérence, la mosquée de Paris a envoyé Abdellah Zekri, secrétaire général donc du CFCM et président de l'Observatoire de lutte contre l'islamophobie, au front, puisque ce dernier a rédigé visiblement une lettre qu'il a adressée donc à la direction collégiale du CFCM, dans laquelle il marque son opposition à ce rendez-vous informel. Quoi qu'il en soit, cette simple entrevue est devenue donc une véritable épine dans le pied pour Ahmet Ograt, qui n'a pas souhaité d'ailleurs s'exprimer sur le sujet, car s'il a tout à fait donc le droit de rencontrer l'ancien président et auparavant ministre de l'Intérieur, rappelons-le, qui avait supervisé d'ailleurs la création du CFCM. À l'époque, le patron du CFCM donc a donné du grain à moudre à ceux qui souhaiteraient le voir partir. Et bien, au moment de sa nomination, l'entente semblait tout à fait cordiale entre Algériens, Marocains, Turcs, puisque les trois principaux courants du CFCM qui se partagent, vous savez, la direction, la plaque tournante donc de la direction, une rencontre avec les trois ambassades avait même eu lieu d'ailleurs, et les Algériens et Marocains avaient assuré les Turcs de leur soutien, mais en coulisses. Sachez qu'en coulisses, pour Alger et Rabat, le soutien à Ahmet Ograt devait simplement permettre la transition donc entre François Hollande et Emmanuel Macron au pouvoir. Aujourd'hui, les deux pays du Maghreb guettent de loin les erreurs du président du CFCM, et pour avoir que dès qu'à l'occasion se présente, avoir sa tête. Et ça aurait pu d'ailleurs, pour la petite histoire, arriver en juillet dernier, mais il était encore un peu tôt. À l'époque, Macron est présent à la célébration donc pour rendre hommage au père Hamel, vous vous en souvenez, oui. En déplacement en Turquie. Ahmet Ograt n'est pas au courant qu'il est invité et a de toute façon à Anwar Bibesh, son successeur, de le représenter en cas de cérémonie officielle. Donc les différentes fédérations musulmanes de France y voient une première erreur. Ograt, lui, nous assure qu'il a reçu aucune invitation de la présidence. Quoi qu'il en soit, Algériens et Marocains semblent vouloir reprendre la présidence du CFCM. L'épisode Sarkozy est considéré par les ennemis Ograt comme une seconde faute que la Grande Mosquée de Paris compte bien exploiter. Donc le membre de cette fédération explique d'ailleurs que le rendez-vous Sarkozy-Ograt lui rappelle des méthodes passées où 2-3 personnes décidaient à votre place. En interne, donc, les grandes manœuvres semblent avoir démarré, puisque les Marocains et les Algériens ont mis un terme à leur soutien à la Turquie et comptent bien dégommer dès que possible le président du CFCM, donc Ahmet Ograt. Mais plusieurs questions se posent, Jamel, d'ores et déjà, notamment pour son possible remplaçant à la tête du CFCM. Et il y a un homme déjà qui a posé quand même, j'allais dire, son envie d'y aller. Puisque on estime en tous les cas qu'une éviction de Monsieur Ograt mettrait un terme à la présidence tournante, et un Algérien donc très connu se serait déjà donc positionné pour reprendre l'institution musulmane. Devinez qui, mon cher Jamel? Il l'a déjà été d'ailleurs, il avait déjà assuré cette fonction en 2003. Dalil Boubacar. Mais attention, le Maroc n'entend pas rester silencieux pour mettre un de ses pions à la tête du CFCM. Si les deux pays maghrébins réussissent leur coup, bien nul doute bien qu'il y aura une nouvelle bataille d'influence pour obtenir les rênes de l'islam de France. En conclusion, l'islam des consulats n'est loin d'être terminé, Jamel. Oui, parce que... À en croire ce que je viens d'un petit peu de vous raconter. Oui. Au travers de ce qui se prépare. Là, on est effectivement dans les coulisses. Moi, je me méfie toujours un petit peu parce que c'est vrai que là, effectivement, déjà Ahmet Ograt et en tant que président du CFCM actuel, c'est un poste qui est déjà très exposé. Non, c'est un vrai poste qui est exposé politiquement, médiatiquement. Politiquement, oui. Faut faire très attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. On n'est jamais préparé pour être président. Et pour avoir connu Anwar Bibesh et en avoir discuté avec lui, ce n'est pas un poste de tout repos. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, de rencontrer Nicolas Sarkozy, alors qu'il a été ministre de l'Intérieur et des Cultes, voilà. Président de la République. C'est lui qui a participé à la création du CFCM. Membre du Conseil constitutionnel. Moi, ce qui me gêne, c'est tout de suite rentrer dans une forme de complot. On peut rencontrer des gens. D'ailleurs,
parmi les membres du CFCM, beaucoup ont rencontré Nicolas Sarkozy par le passé. Peut-être qu'ils continuent encore à le rencontrer. Il n'empêche qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, ça reste un homme politique qui est dans l'histoire de notre pays, et qu'à un moment donné, il est encore engagé politiquement. Les gens viennent le consulter, il consulte. Il lâche pas forcément la main, même avec les gens des Républicains. On l'a vu. Donc qu'il cherche à s'investir ou à parler de ce sujet-là avec Ahmed Ogras, sur le principe, ça ne me choque pas. Maintenant, si ce que tu rapportes, Christophe, s'avère être vrai, fondé, là effectivement, ça peut être problématique. Mais je rapporte les faits d'un article qui a été écrit dans le Muslim Post. Voilà, dans le Muslim Post. Voilà, je pense qu'il faut vraiment faire attention parce que ce sont des accusations graves. Je n'ai Mais jamais. si tant est qu'il y ait effectivement un rendez-vous officiel. Connu de tous, bon, jusque-là, rien de bien gênant, puisque à la limite, il a le droit de rencontrer Nicolas Sarkozy. Mais si c'est un peu plus informel, en disant voilà que Sarkozy compte faire de l'argent en Turquie, parce qu'on sait que c'est un homme qui aime l'argent, Nicolas Sarkozy, ça c'est un secret pour personne, et que dans ce cadre-là, qui mieux que Ahmed Ogras pour accéder à la présidence Erdogan, puisqu'on le dit visiblement, c'est un proche du pouvoir Erdogan. Là ça devient un peu plus gênant, et non mais c'est vrai, tendre un peu le bâton pour se faire battre, quoi. Bah oui, mais après c'est vrai qu'on pourra toujours lui reprocher d'être proche d'Erdogan. Alors je l'ai contacté, Ahmed Ogras, tout à l'heure. Maintenant, est-ce que les Algériens de France ne sont pas proches du gouvernement algérien? Est-ce que les Marocains ne sont pas proches du Palais Royal? Oui, je pense que c'est quelque chose en soi qui c'est pour ça que l'islam des consulats est loin d'être terminé, quoi. Il est loin d'être terminé. Je pense que ça fait partie même de l'histoire de l'islam de France, et qu'à un moment donné, on pourrait reprocher, si on essaye d'inverser un petit peu l'angle d'analyse, on pourrait reprocher à Ahmed Ogras, pour le coup, de ne pas discuter avec un ancien président de la République. Lui lui représente le CFCM, qui est une instance représentative de l'islam de France. Qu'on soit pour ou contre, c'est une institution qui est en place. Ahmed Ogras, c'est le président. Et à ce titre-là, il doit discuter avec tout le monde. Avec Jacques Chirac demain, avec Nicolas Sarkozy, avec Emmanuel Macron. Et des gens de droite, des gens de gauche, des gens qui représentent les autres cultes, les gens qui représentent les syndicats ouvriers, les syndicats du patronat. C'est son rôle. Pour l'instant, il est dans son rôle. Maintenant, est-ce qu'on a des preuves concrètes? Moi, pour l'instant, j'en ai pas encore vu. Il peut y avoir un article, mais est-ce que les articles sont paroles de coraniques ou paroles d'évangile? Non, sinon ça se saurait. En tout cas, il y a une lettre qui a été écrite par Abdallah Zekri. Il y a une lettre. Voilà, maintenant, c'est la lettre d'un homme. C'est la lettre, et tu le rappelles. C'est la grande gueule du CFCM. C'est voilà, enfin il est peut-être présenté comme ça. En tout cas, une chose, c'est que tu as dit qu'il y avait aussi des velléités pour remplacer et éjecter Ahmed Ogras. Donc faisons attention. Ne prenons pas toutes les rumeurs pour argent comptant, pour déstabiliser une institution qui est jeune et dont nous avons besoin. Donc là, il y a eu une présidence tournante pour la première fois. On a eu Dalil Boubaker, on a eu ensuite Anwar Kbibesh, donc l'Algérie, le Maroc, et ensuite la Turquie. Pour la première fois, c'est une chance. Et quelque part, que l'islam de France se décentre un peu du Maghreb et des consulats maghrébins, je pense que c'est une bonne chose. Donc laissons-lui la chance. Si ces rumeurs sont avérées vraies, eh ben là il faudra saisir la justice, et là il faudra le destituer. Mais si ces rumeurs restent que des rumeurs, alors il faut respecter et soutenir l'institution. En tout cas, je ne manquerai pas en tout cas de lui poser des questions, puisque alors pour le coup aujourd'hui je l'ai contacté pour qu'il vienne s'expliquer quand même, parce que c'est bien facile effectivement de répandre des rumeurs ou des informations. Il faut peut-être que l'intéressé en question puisse les confirmer ou les affirmer. Sauf que pour l'heure, il n'a pas voulu s'exprimer sur le sujet. Alors pour le coup aujourd'hui il est tout à fait pardonné, il est à faute, donc il peut pas parler, il a plus de voix, mais il m'a promis que la semaine prochaine il viendrait répondre à mes questions. J'en profiterai, parce que je ne vais pas l'inviter que pour ça, pour faire un peu le bilan justement sur les chantiers qu'il entend mettre en place au sein du CFCM, parce qu'il a beaucoup d'ambition à mettre au gratin depuis sa présidence, donc le 1er juillet dernier, et peut-être que c'est aussi ça, cette volonté de réformer un petit peu cette institution qui peut-être embête certaines personnes. Vous savez, dans toute institution, il y a quand même les anciens là qui aiment pas trop les réformes. C'est un peu comme le peuple de France qui aime pas trop les réformes. On n'aime pas les réformes. Et en même temps, quand les élections, là, il y a les élections du CFCM qui approchent. En période d'élection, on il est connu et reconnu que on s'envoie des casseroles, des gamelles, des rumeurs. Et c'est dans ces moments-là
là où il faut garder la tête froide et d'analyser de manière rationnelle. S'il y a quelque chose, alors il faut faire, il faut dire, il faut dénoncer. S'il n'y a rien et que ce n'est pas fondé, alors il faut dénoncer celles qui propagent des rumeurs. En tout cas, ceci va pas arranger les affaires de légitimité du CFCM auprès du grand public qui, vous le savez, a une image des plus déplorables. Quand on entend ce genre d'informations, quand on peut lire ce genre d'informations, ça ne va vraiment pas aider à remettre, j'allais dire, une certaine sympathie envers le CFCM pour le coup. Ça va être compliqué. Le CFCM part de loin. Maintenant, je pense que petit à petit, il s'améliore. Il y a beaucoup de choses. Il y aurait de grandes critiques à faire. Bah, dites-nous, amis auditeurs, hein, si vous partagez l'avis de Jamel. Mais je pense qu'il y a 01 40 33 9000. Tu sais, Christophe, déjà le fait qu'il y ait une présidence tournante et que ce soit passé sans coup d'État, c'est déjà en soi une bonne chose. Maintenant, la présidence d'Anouar Quibech a été saluée. Espérons que celle d'Ahmet Ogra se passe bien. C'est un homme de dialogue. On espère, en tout cas, et c'est tout ce qu'on souhaite à Ahmet Ogra, que sa présidence se passe bien et qu'il y ait une réforme du CFCM et qu'on puisse, pour le coup, faire en sorte qu'il y ait des nouvelles personnes qui rentrent dans le CFCM, des gens de la société civile, des cadres français de confession musulmane qui réussissent, des entrepreneurs, des responsables associatifs. Aussi, hein. En fait, il faut une vraie réforme pour que le CFCM soit le plus représentatif. Donc, pour qu'il soit le plus représentatif, il faut que les musulmans puissent voter pour le président du CFCM et il faut changer aussi démocratiser les choses. Le mode de scrutin sur les mosquées qui sont liées à des pays. Carrés, etc. Non, faut changer. Donc, c'est en haut de la pyramide et en bas de la pyramide qu'il faudrait faire des réformes structurelles. Eh ben, espérons, en tout cas, on verra avec Ahmet Ogra ce qu'il entend faire, mener. On lui posera la question, bien sûr, la semaine prochaine, puisqu'il sera notre invité, dans cette émission, le Grand Forum, histoire, de s'entretenir un petit peu avec lui pour connaître un petit peu les chantiers qu'il entend mettre en œuvre. Alors c'est vrai que ça va pas être de tout repos pour le coup, ça commence plutôt bien, enfin plutôt mal pour lui, avec donc ces différentes rencontres informelles avec Nicolas Sarkozy qui aurait un but un peu particulier effectivement si ça s'avère vrai. Voilà, c'est vrai que ça risque d'être compliqué pour lui. Tu sais, Christophe, il y a au moins trois types de personnes qui doivent intégrer le CFCM. Il faut qu'il y ait cette jeunesse française de confession musulmane. Il faut qu'il y ait des femmes. Deuxièmement, il faut qu'il y ait des femmes. Et troisièmement, il faut qu'il y ait des intellectuels. Si ces trois-là rentrent dans le CFCM et qu'on fait également ces deux réformes dont je te parle au niveau des mosquées mètres carrés qui est complètement désuet, et qu'en même temps tous les musulmans soient invités une fois tous les 2, 3 ou 4 ans. Peu importe, à voter pour le président du CFCM, alors il en ressortira avec une légitimité. Et qu'on vote pour lui, non pas sur le fait qu'il soit lié à tel ou tel pays, mais sur une base programmatique, en disant voilà quelle réforme je vais faire, et à ce moment-là, il aura toute la légitimité pour représenter les musulmans de France. Mais il faut stopper alors cette plaque tournante, parce que quand on parle de plaque tournante, on parle de l'Algérie, Maroc, Turquie. Oui. Ça suffit. Il n'y a pas que les Algériens, les Marocains et les Turcs en France comme musulmans. Mais on peut beaucoup, les Tunisiens par exemple. Oui, les Tunisiens, mais on peut aussi rajouter également notre société, l'État français. Il y a un moment donné, il faut qu'à un moment donné, tout ce beau monde se réunisse et fasse des véritables réformes. C'est pas Alger, Rabat ou la Turquie de décider comment on doit gérer le culte en France, quoi. Alors, je rajouterai peut-être une nuance, Christophe, si tu me le permets. Oui, ce n'est pas aux pays étrangers, que ce soit le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Turquie, de dicter aux musulmans de France la gestion de leur propre culte, de leur propre religion. Par contre, ça ne se fera pas sans eux. Parce qu'autant je parle des citoyens français de confession musulmane, mais toute la communauté musulmane, il n'y a pas que des citoyens. Nous avons aussi des résidents qui ont un lien peut-être important. Moi-même, j'en ai un. On est plusieurs à en avoir un. Ils ne doivent pas imposer leur loi, mais ça ne doit pas se faire sans eux. Parce qu'il y a un lien qui est là, et je pense que on peut réfléchir à une manière de faire, de la même manière avec l'État français. Ce n'est pas à l'État français de s'immiscer au nom de la laïcité, mais la gestion du culte musulman français ne se fait pas contre l'État. Il faut que ça se fasse de manière intelligente. L'autonomie de l'islam de France, mais en même temps collaboration, on travaille ensemble, confiance, et on travaille ensemble parce qu'il y a des énormes chantiers pour ancrer l'islam de France, et on en parlera le samedi 23 au colloque. Absolument. Alors, écoutez, on va suivre ce dossier de très près, avec donc monsieur Ahmet Ogra qui sera notre invité la semaine prochaine dans cette émission. Bienvenue sur France Maghreb, c'est le Grand Forum LGF avec monsieur Jamel Lamri qui est avec nous jusqu'à 18h. Je rappelle que dans quelques minutes, on va ouvrir un autre dossier absolument rien à voir
le médicament Levothyrox que beaucoup prennent, ceux en tout cas qui ont des problèmes de thyroïde. En effet, ce médicament a changé la dose cet été et qui crée des effets secondaires chez les patients. On en parlera donc avec une endocrinologue qui est Dr Karcha et une patiente qui rencontre justement ce type d'effets secondaires. Sarah qui sera avec nous tout à l'heure. Pour l'heure, le zapping, mon cher ami Jamel, oui. Avec dans ce zapping aujourd'hui, encore plein de bonnes choses à commenter, bien sûr. Le temps que je retrouve mes petits sons, voilà, ils sont là. Alors, pour commencer, donc les mots très aimables de Martine Aubry, tiens, à l'encontre de la nouvelle ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Écoutez. On entend votre sévérité ce matin à l'endroit de la réforme du travail, mais le fait qu'elle soit préparée, pensée, portée par Muriel Pénicaud, qui a travaillé avec vous, qui a fait partie de votre cabinet, ça ne vous rassure pas un peu? Ah, pas du tout, parce que c'était il y a 25 ans. Tout le monde peut changer. Hein. On me dit que je l'ai formée. Je la trouve très déformée en tout cas. Et quand je l'entends dire, non, c'est méchant, c'est réel. Je la trouve très déformée, Martine Aubry. C'était sur France Inter. Waouh, ça porte des coups violents quand même. C'est très très violent, la politique française en ce moment, c'est très très violent. Martine Aubry, donc à l'encontre de Muriel Pénicaud, avec qui donc elle a travaillé à 25 ans. Hier soir dans le 1945 d'M6, zoom sur une enseigne américaine qui propose à ses clients une large gamme de fromages français. Problème sur leur carte de France, bien les fromages, un Français a pu remarquer qu'elle était truffée d'erreurs. Très vite, cette enseigne devenue la risée du web, moquée par tous les Français pour avoir notamment placé la fabrication du fameux camembert dans le sud. Cette carte de France des fromages a été repérée par plusieurs internautes dans des supermarchés aux États-Unis. Et pour cause, elle est truffée d'erreurs. Selon l'affiche, le bleu d'Auvergne viendrait de Marseille, le Beaufort de Gironde et le Petit Basque serait une spécialité des Pays de la Loire. Quant au célèbre camembert, il est très loin de la Normandie. Un sacrilège pour les gastronomes français qui rétablissent la vérité. Alors pour le coup, on sait que les Américains ont un sérieux problème de géographie. Oui, alors c'est connu. Alors là, pour placer le bleu d'Auvergne à Marseille, pour fallait oser quand même. Ouais. Fallait oser. Bon, ils l'ont fait en tout cas. Ça fait le buzz en ce moment sur les réseaux sociaux cette histoire. Dans le zapping aussi, le cyclone tropical. Là, c'est beaucoup moins drôle, le plus long, avec une telle intensité. C'est ce que dit Météo France au sujet d'Irma. Cet ouragan de catégorie 5, depuis plus de 33 heures, il souffle à près de 300 km/h, des vents d'une violence inégalée du jamais vu dans le monde depuis le début de l'ère satellitaire il y a une 50aine d'années, précise un prévisionniste à Météo France, pour bien se rendre compte. Écoutez ce témoignage d'un habitant de Marico sur l'île de Saint-Martin. Bon, en fait, on voit pas grand-chose, mais les rideaux sont complètement plaqués à la fenêtre. Et heureusement d'ailleurs, ça évite que la baie vitrée elle gonfle trop là-bas, de l'autre côté. Heureusement que je les ai ces rideaux. Je sais pas si on entend le bruit qui souffle dans les baies vitrées, dans la salle à manger, c'est quelque chose. Alors que le rideau anticyclonique est fermé et tout. Je vous dis pas la puissance qu'il y a. Incroyable, cette tempête qui a, je le rappelle, ravagé 95% de l'île de Saint-Martin cette nuit. Ouais. C'est terrible. Ouais, terrible. En tout cas, on entend bien la violence de ces vents. Autre énormément. Témoignage sur cette île de Saint-Martin, un résident du Beach Plaza Hotel sur la partie française de l'île. Écoutez. On a eu vraiment la peur de notre vie, quoi. Des vents violents, des trucs qui explosent, des toits qui partent, des pans de murs qui se cassent. C'était terrible en fait. Vous vous attendiez à autant de dégâts ce matin au réveil? Honnêtement, non. Non, je m'attendais à des dégâts, mais pas comme ceux qu'on voit aujourd'hui, ceux qu'on découvre ce matin au réveil. Là. Non, du tout. Très catastrophique. On peut pas qualifier ça en fait. Il faut voir pour le vivre, quoi. C'est clair, et d'autant plus que il y a encore peut-être d'autres pays qui risquent d'être menacés, notamment je pense à Haïti, qui ne s'est pas encore remis du tremblement de terre de 2009. Ouais. Et ces vents qui certes vont un petit peu faiblir, mais vont toucher des habitations qui sont vraiment pas aux normes évidemment, et ça risque peut-être d'être assez violent. Ils se dirigent donc vers la République dominicaine, Haïti, puis la Floride. Et un autre cyclone d'ailleurs dont il va falloir retenir le nom, c'est José,
qui se prépare. Là, il est à 1500 km des Antilles et il risque d'emprunter d'ailleurs la même trajectoire que Herva. Donc ça risque encore d'être dramatique. Bref, quoi qu'il en soit, c'est vrai que nous ici à Paris ou en France, on a du mal à imaginer ce que ça peut être, mais des vents, imaginez-vous, à 300 km/h, ça me rappelle ne serait-ce que la tempête de 99 en France. Je sais pas si vous vous en souvenez, Jamel. Si. C'était déjà violent, c'était des vents à 180 km/h. 300 km/h ici, rien ne résiste, hein. Rien. Non, rien ne résiste. Et puis c'est vrai que au-delà du fait que voilà, on est vraiment solidaire avec toutes les populations qui sont malheureusement exposées. C'est vrai qu'on a tout de suite envie de retrouver une certaine forme d'humilité face à la puissance de cette nature, la puissance divine qui quand elle. Alors cette nature qu'on a peut-être un peu cherché aussi quelque part. Il y a un moment donné où vraiment l'homme, nous, les hommes, on doit vraiment se poser des questions. L'homme est son pire ennemi quelque part. Parfois, on peut être notre pire ennemi et notre rapport à la nature est problématique. Il y a un moment donné où on peut pas rêver de tout vouloir consommer parce que finalement, on finit par consumer la nature et conssumer la nature alors que Dieu nous a créé quand même calife sur terre au sens de responsable de cette planète, responsable de cette vie sur terre, et on a un rôle très important sur le plan spirituel et là nos frères et sœurs de confession musulmane qui nous écoutent, vraiment nous devons mener une réflexion, une introspection individuelle et une réflexion collective sur notre rapport à la nature, sur notre qu'est-ce que nous en tant que musulmans nous apportons dans le cadre du développement durable. Quel message de l'islam pour le monde, dans un monde où on cherche à produire toujours davantage et à détruire toujours davantage. Ce sont des véritables questions qu'il faut se poser individuellement, collectivement et même dans les mosquées. Ce sont des vrais sujets sur lesquels nous devons avoir une position et contribuer avec l'ensemble de l'humanité. On va parler des Rohingyas dans un instant avec toi, Jamel, au travers de ton avis tranché sur France Maghreb 2. Tout de suite avec de vraies questions que Jamel vous pose, que se pose et qu'il vous pose par la même. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 pour votre grand forum avec notre ami Jamel Lamri, président donc de la FPI. C'est l'Académie française de la pensée islamique qui est avec nous, avec vous aujourd'hui, chers amis auditeurs. Je vous rappelle que dans une petite demi-heure maintenant, on fera gagner, comme chaque soir de cette semaine d'ailleurs, une paire de Ray-Ban offerte par Entrevue Optique d'une valeur maximum de 169 € à gagner. Pour jouer, il suffira de vous inscrire tout à l'heure donc au 01 40 33 9000. Pour l'heure, mon cher Jamel, on va passer à ton avis tranché. On va parler évidemment d'un sujet grave, catastrophique, c'est les Rohingyas bien sûr. Jingle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors questionez-moi, allez-y. Les Rohingyas, Jamel, c'est le sujet que tu as choisi d'évoquer aujourd'hui dans ton avis tranché. Oui, effectivement, je suis pleinement solidaire effectivement avec toutes ces populations. Déjà moi-même à titre personnel depuis maintenant 5 ans, quand j'ai découvert pour la première fois effectivement tous ces massacres, et depuis mon soutien et ma solidarité sont totales. Moi je voulais échanger en fait avec également les auditeurs sur ce sujet-là, parce qu'effectivement ce qui fait plaisir, c'est que la mobilisation est beaucoup plus grande que par le passé. Là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer, notamment sur les réseaux sociaux. Les gens se mobilisent. Là, j'ai cru comprendre qu'il y avait certaines mosquées qui allaient consacrer le prêche du vendredi concernant les Rohingyas. Et donc ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et en même temps, on se dit pourquoi avoir attendu autant de temps ? Comment se fait-il que cette mobilisation au départ elle a été frileuse, parce que je me souviens qu'il y a 5 ans, quand le collectif Ameb commençait, quand les premiers ont commencé à nous parler, à rapporter des images, et d'ailleurs il y a une amie qui s'appelle Awatef en caméra cachée de ce qui se passait en Birmanie, on n'avait absolument rien, et de voir en fait finalement que 5 ans après les gens se mobilisent, c'est une bonne chose, mais en même temps
j'ai envie de poser la question, pourquoi que maintenant? La première des choses. La deuxième des choses, c'est comment se fait-il que les musulmans de France, qui sont une grande communauté, on parle de plus de 5 millions de personnes en France, comment se fait-il que nous n'arrivons pas à faire en sorte que cette thématique soit discutée dans les médias mainstream? Comment se fait-il que pendant toutes ces années, il y a eu une mobilisation frileuse sur le sujet, alors qu'au même moment, sur d'autres questions, la Palestine, la Syrie ou d'autres questions, les musulmans étaient engagés, et ils avaient raison de l'être. Et comment se fait-il que sur les Rohingyas, il y avait comme un espèce de 2 poids 2 mesures? Donc moi, mon avis tranché aujourd'hui, c'est à la fois reconnaître, Christophe, l'engagement de la communauté musulmane, le fait que on sent qu'il se passe quelque chose, le fait de critiquer également la prix Nobel de la paix aujourd'hui, qui, voilà, on la soutenait quand elle était contre la junte militaire, mais qui ferme les yeux sur le sort des musulmans birmans. Donc ça, c'est une deuxième bonne chose. J'ai entendu dire également qu'il allait avoir une mobilisation devant l'ambassade de la Birmanie demain. C'est une bonne chose. Le discours de la mosquée, c'est une bonne chose. Mais j'ai envie également que ma communauté se pose des questions sur notre manque d'efficacité quant au lobbying. Attendre 5 ans pour que cette information passe sur iTélé ou d'autres chaînes, c'est bien aujourd'hui, mais ça aurait dû se faire avant. Et en tout cas, ça doit nous poser de véritables questions quant à notre organisation. On parlait tout à l'heure de l'islam de France. Il faut qu'à un moment donné, quand il y a des sujets qui peuvent nous toucher, parce que nous sommes liés, on va dire, religieusement, il faut que nous soyons capables. Et de la même manière, même si les victimes demain ne devaient pas être de confession musulmane, nous devons avoir le même engagement. Les musulmans du monde entier et surtout de France doivent être en cohérence et doivent faire preuve d'efficacité. Quand nous défendons une cause, on ne s'époumonne pas à dire pourquoi ils parlent pas. On doit s'imposer, on doit imposer un sujet comme celui-ci, parce que pendant que nous parlons, pendant que nous sommes là, nous chamailler à être en manque d'efficacité, nous avons des frères et des sœurs qui en Birmanie souffrent, sont déplacés, sont massacrés. Donc allons-y. Faisons les efforts collectivement, et que cette affaire-là nous permette d'aller jusqu'au bout pour obtenir une véritable aide, et qu'en même temps nous profitions également de ce moment-là pour essayer de faire en sorte que nous soyons plus efficaces à l'avenir quand il y aurait, et j'espère pas en tout cas, mais s'il y avait à l'avenir des massacres aussi brutaux et aussi inhumains auxquels nous assistons en Birmanie. Merci Jamel Lamri, donc président de l'Académie française de la pensée islamique, avec nous sur France Maghreb 2 pour cet avis tranché. Effectivement, toutes les khotbahs demain devraient être consacrées à la Birmanie. C'est un appel d'ailleurs de plusieurs personnalités, à l'image de Kamel Kaptan, le recteur de la mosquée de Lyon, qui a fait cet appel. On verra en tout cas si les mosquées vont suivre ce mouvement, en espérant quand même, parce que c'est quand même de circonstances. C'est une bonne chose que des personnalités comme Kamel Kaptan et d'autres s'engagent. Nous avons l'habitude d'être très critiques entre nous, mais quand il y a des choses bien, il faut être capable de les dire. Voilà. Et là, c'est une bonne chose. Alors, on va changer complètement de sujet, messieurs, dames. C'est ce qui fait un petit peu la spécificité et l'originalité de cette émission qui s'appelle LGF, le grand forum sur France Maghreb 2, tous les jours, 16h, 18h. Puisque nous allons parler de médicaments, et à ce titre nous accueillons à l'antenne le docteur Karcha, endocrinologue. Bonsoir docteur. Bonjour tout le monde. Bonsoir, bienvenue docteur. Alors je vous ai invité parce qu'il y a eu quelques modifications pour ceux et celles en particulier qui prennent un médicament qui s'appelle le Levothyrox, et qui est un médicament donc pour ceux qui ont des problèmes de thyroïde. On a appris en effet que la dose avait quelque peu été modifiée, ce qui occasionne visiblement quelques effets secondaires et pas des moindres. Et j'accueille aussi avec nous Sarah, qui est qui prend ce médicament. Bonsoir Sarah. Oui, bonsoir. Et qui va nous expliquer un petit peu les effets secondaires qu'elle ressent. Je crois que c'est apparu au mois de juillet dernier, docteur Karcha. Oui, alors juste avant une petite correction, on n'a pas changé la dose du médicament. En fait, le laboratoire qui commercialise ces médicaments a changé la formule et les excipients. Les excipients, c'est les molécules qui entourent le principe actif qui est la lévothyroxine, c'est l'hormone de synthèse. Et donc ces excipients, normalement, ne sont pas censés modifier la dose.
Docteur, est-ce que je peux me permettre de vous demander de couper le haut-parleur de votre téléphone, histoire que nous ne perdons rien de ce que vous nous racontez, parce que c'est très intéressant. Et je sais pas si vous êtes en kit main libre ou pas là. Voilà. Non. Bah attendez, je vais voir ce que je voilà, c'est un peu mieux déjà. Bon, parfait. Donc vous me dites non, ils n'ont pas changé la dose. Docteur? Ah oui, bah elle a bien vu ce qu'il fallait faire puisqu'elle a coupé Docteur Karcher. Voilà, on va la rappeler tout de suite en tout cas. Sarah, peut-être qu'il est intéressant de vous écouter en attendant que l'on retrouve le Docteur Karcher sur les effets secondaires, parce que on recense beaucoup d'effets secondaires chez les patients. On parle de fatigue extrême, on parle de perte de mémoire, on parle de perte de la vue. C'est ce que vous ressentez, c'est ce que vous avez comme effet secondaire? Alors, en fait, comme disait le Docteur Karcher, c'est pas la molécule chimique qui a changé, c'est l'excipient. Hein. Ils ont changé le lactose, ils ont mis du mannitol, et c'est ce mannitol-là que beaucoup ne supportent pas. Donc cet excipient-là a beaucoup d'effets secondaires, dont troubles digestifs, donc mal au ventre avec des diarrhées, perte de mémoire et parfois même de l'attention. Donc ça veut dire qu'on est là sans être là. Il y a aussi perte de cheveux. Il y a aussi donc des douleurs, des crampes. On se sent très très fatigué, irritable, on pleure. Il y a des fois où on va pleurer, il y a des fois où on va être bien. On supporte plus, il y a des bouffées de chaleur. On pense même dire être à la ménopause, alors que non, pas du tout. Vraiment, ce sont des effets secondaires qu'on ne supporte pas, mais qui sont intolérables. Et malheureusement, on n'est pas suivi par le laboratoire qui dit, de toute façon, comment dire, il faut du temps pour. Mais bon, c'est depuis je crois avril qu'il est commercialisé. Sachant que dans les autres pays, ils ont refusé de changer la molécule parce que les malades de la thyroïde sont très sensibles. Un malade de la thyroïde, vous lui changez en fait une molécule, en fait, un principe, pas un principe actif, mais un excipient, il va être très très réceptif parce qu'il est hypersensible. Je pense aux pays voisins, je crois que c'est la Belgique, hein, c'est ça, qui a pas changé. Tous les autres, la Suisse, je vous cache pas que j'ai appelé une pharmacie pour me procurer l'ancienne formule. Ouais. Par contre, à 20 € la boîte, alors forcément. En France c'était 3 ou 4 €. Alors, il nous faut, on a retrouvé le docteur Karcher qui est avec nous, donc c'est Sarah qui est avec vous, docteur, pour nous parler des effets secondaires qu'elle rencontre suite à ce changement concernant ce médicament. D'abord, ça date de quand? Juillet, avril, c'était quand? Alors oui, donc c'était en la formule. D'accord. Il a prévenu les médecins, mais bon, on n'a pas tous été mis au courant. C'est surtout les pharmacies qui ont mis au courant les patients, qui nous ont mis au courant. Donc là, je crois la ministre hier a dit qu'il y avait vraiment un défaut d'information. Donc ça c'est un peu regrettable. Et donc oui, qu'est-ce qu'on disait? Donc c'est des excipients qui ont été changés à la demande de l'Agence nationale de sécurité du médicament pour essayer de stabiliser, puisque les malades qui sont sous des vols équilibrés, leur TSH, qui est l'hormone qui contrôle la thyroïde. Et du coup, soi-disant, avec cette nouvelle formule qui existe par exemple aux États-Unis et qui a été bien tolérée, il n'y a pas eu d'effet indésirable et elle est toujours commercialisée, cette formule. Donc la France a passé le cap. Les boîtes sont sorties au mois d'avril, mais les patients ont souvent des réserves. Donc c'est vraiment à partir du mois de juillet que les malades ont commencé à prendre, juin-juillet, à commencer à prendre le nouveau médicament. Mais docteur, qu'on comprenne bien pourquoi certains pays ont fait le choix de rester sous l'ancienne version, j'ai envie de dire, et qu'un pays comme la France ait décidé de passer à la nouvelle formule. C'est quoi? C'est politique? Comment ça marche? Alors ça, je pourrais pas vous répondre. C'est une décision qui émane de l'Agence nationale de sécurité du médicament. D'accord. Qui, je pense, à des experts. Après, aller savoir s'il y a des conflits d'intérêts, moi, je peux pas vous en dire plus. Hein. Eux, leur argumentaire, c'est que un des excipients, qui était le lactose, qui a été retiré de l'ancienne formule, était mal toléré par certains malades, et à la place, ils ont mis deux autres molécules, le mannitol et l'acide citrique, qui sont des composés qu'on retrouve dans les chewing-gums et dans d'autres médicaments, et qui sont plutôt bien tolérés. Et malheureusement, comme le disait la patiente, c'est vrai que certains des malades en hypothyroïdie sont très sensibles. Et nous, on n'a pas été surpris, nous professionnels, de voir que
ça a pu engendrer des déséquilibres et des effets indésirables. Ces effets secondaires sont recensés chez beaucoup de malades, visiblement. On parle de quoi, 1500, 2000 personnes qui rencontreraient ces effets secondaires. Je crois même d'ailleurs qu'il y a toute une file de personnes qui se sont ralliées pour monter une action commune ensemble, pour demander en tout cas à ce que ça soit modifié. Visiblement, le fabricant n'entend pas modifier. Alors, qu'est-ce que vous conseillez peut-être à celles en particulier qui rencontrent ce type de problématique que vient de nous décrire Sarah? C'est de consulter son spécialiste pour modifier la dose, ou comment ça se passe? Oui, voilà, c'est exactement ce qu'il faut faire, c'est consulter le médecin, pas forcément le spécialiste, ça peut être le généraliste aussi, pour contrôler. Habilité à le faire, le généraliste? Il est habilité à le faire, le généraliste? Oui, c'est juste une prise de sang qu'il faut faire. D'accord. Donc, il fait l'ordonnance, il y a une prise de sang à faire. On vérifie que la TSH n'a pas trop bougé, parce qu'il y a vraiment quelques malades chez qui il y a eu un vrai déséquilibre et la TSH a complètement changé de rang. Et donc, les symptômes, en fait, que les malades rapportent, c'est des symptômes de déséquilibre, soit un retour de l'hypothyroïdie, soit à l'inverse des symptômes de surdosage et donc d'hyperthyroïdie. Donc l'hypothyroïdie, c'est le côté on est ralenti, déprimé, fatigué, on prend du poids, on perd les cheveux. Et le côté hyperthyroïdie, surdosage, on est à l'inverse hyper excité, agité, on dort mal, on a des palpitations et on a chaud tout le temps. Donc voilà. Après, il y a certains malades qui rapportent les deux, donc les deux symptômes. Donc bon, on comprend pas trop, on essaye d'adapter la dose et voilà. Donc il faut faire une prise de sang, montrer ça au médecin et le médecin après vous dira s'il faut baisser ou augmenter la dose de lévothyrox. Est-ce que Sarah, vous avez fait cette démarche de vous rapprocher de votre spécialiste? Je savais que vous alliez me poser la question. Oui, j'ai fait cette démarche-là. J'ai même fait mon dosage de TSH, T3, T4 et tout est excellent. C'est là le problème. Ah oui. Que si j'avais été en hyperthyroïdie ou hypothyroïdie, j'aurais été rassurée, croyez-moi. Mais là, mon dosage est excellent parce qu'il est à 1,60 je crois ou quelque chose comme ça, la TSH. Et donc en fait, on comprend pas les symptômes. C'est que vraiment, ces symptômes sont dus à l'excipient parce que, on va dire, ça va faire 20 ans que je prends ce médicament et j'ai jamais eu aucun symptôme. J'ai toujours vécu normalement, sans symptômes, très bien d'ailleurs. Et là, c'est vraiment, c'est moi, je ne supporte plus, c'est très difficile. Quoi. Bon, malheureusement pour vous, je pense voilà, vous faites partie c'est quand même une minorité de patients chez qui je pense que l'excipient est mal toléré, même si tout le monde dit que le mannitol est plutôt bien toléré en règle générale. Je pense clairement, on peut pas vous dire que tout va bien. Peut-être qu'il faut essayer de diminuer la dose, voire peut-être quelques jours de l'arrêter. Et si vraiment vous vous sentez mieux sans se comprimer, c'est que clairement c'est la nouvelle formule qui vous va pas. Et après le problème actuellement, c'est qu'on est un peu limité parce que on avait un générique il y a quelques années mais qui a été retiré. Donc on n'a plus que le lévothyrox en comprimé. À côté de ça, on a du lévothyrox en gouttes, mais le traitement en gouttes, c'est réservé aux enfants. Il y a des bébés qui naissent sans thyroïde, sans hypothyroïdie. Et si on se met à prescrire des gouttes à des adultes, il y aura une pénurie très vite et on va mettre en danger la vie de ces enfants. Donc pour l'instant, les recommandations, c'est de patienter, puisque la plupart du temps, les effets s'estompent. Et encore une fois, ça reste une minorité. Vous dites qu'il y a 1500 cas répertoriés. Mais en fait, il faut savoir qu'il y a 3 millions de personnes en France sous lévothyrox. 3 millions de personnes, c'est impressionnant. 3 millions, le lévothyrox, j'avais fait un topo l'année dernière, j'avais fait une petite présentation. C'est le 8e médicament le plus vendu en France. Donc, moi je pensais que c'était le Doliprane, moi, non? Bah oui, il y a les Doliprane, il y a les antalgiques, les antibiotiques, et puis après, il y a le lévothyrox. On est même avant les anxiolytiques, pour vous dire. Donc, alors, tiens, j'ai une question, peut-être que Jamel se la pose aussi, mais j'ai l'impression quand même que beaucoup de femmes issues du Maghreb, Algérie, Maroc, Tunisie, ont un problème de thyroïde. Est-ce qu'il faut y voir un lien? Alors non, pas vraiment. En fait, les maladies de la thyroïde sont fréquentes chez les femmes. En règle générale, on le sait. Je crois que c'est 3 femmes pour un homme. Donc, pour vous dire vraiment, c'est les hormones, c'est typiquement féminin, on va dire. Bon, il y a quand même des hommes qui sont malades. Et par contre, non, au niveau ethnique, il n'y a pas vraiment de relation avec l'origine géographique. Non. D'accord. Jamel, peut-être si t'as une question, n'hésite pas. Tu sais, on parle de. Ouais, non, j'écoute avec beaucoup d'attention sur un sujet que je ne maîtrise pas, mais qui est effectivement très intéressant et c'est intéressant
le débat est intéressant dans le sens où voilà, le principe de précaution doit toujours être à l'œuvre, faire toujours attention et c'est passionnant. Donc j'écoute mesdames de tout à l'heure avec beaucoup d'attention et même je dirais religieusement. Oh, magnifique. Mais dites donc, docteur, je sais que c'est une question un peu gênante, mais les laboratoires pharmaceutiques là, est-ce qu'ils s'en mettent pas un peu plein les poches au profit des malades? C'est difficile de dire ça, puisque le fait d'avoir changé la formule, c'est pas plus cher. Hein. Vous l'avez dit tout à l'heure, le Votirex, il coûte pas très cher, contrairement à d'autres pays d'Europe. Et ils n'ont pas augmenté les prix. Après, je vous dis moi, la politique qu'il y a derrière, qui a sans doute, hein, on ne la maîtrise pas. Nous, professionnels de santé, on subit les choses un peu comme les malades, moins que les malades, parce que nous, on n'est pas atteints. Oui. Mais on ne remet pas en question, notamment Madame là, qui nous raconte ses symptômes. Ça doit être très difficile, mais voilà, malheureusement, on est un peu dans une impasse à l'heure actuelle. On espère que ça va s'estomper, puisque là, voilà, ça a commencé en juillet, on est début septembre, donc on est dans les fameux 2-3 mois. Donc peut-être que d'ici la fin du mois, ça ira mieux, c'est ce que je vous souhaite. Docteur, ça vous fait du boulot, hein, ça vous fait du boulot en plus, des patients à voir là pour le coup. Oui. Ouais. C'est une rentrée sur les chapeaux de roue. Bon, alors on va quand même rappeler à tous ceux et toutes celles, et en particulier les femmes, je me trompe pas, je dis pas de bêtises quand je dis que ce sont les femmes les principales concernées par la thyroïde. Les hommes aussi sont concernés? Moi j'en connais pas. Oui. Ah bon? Il y en a. Oui, il y en a. D'accord. Bon, en tout cas, les femmes en particulier sont concernées. Beaucoup peut-être nous écoutent actuellement et prennent ce fameux médicament. Nous ressentent pas en tout cas les effets secondaires que nous raconte Sarah ainsi que beaucoup de gens. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter alors. Non, tout à fait. D'ailleurs, on me pose tout le temps la question et souvent, je dis aux malades en face de moi, mais vous, est-ce que vous avez senti quelque chose? Et la plupart, je vous dis, la majorité des malades n'ont même pas remarqué. Et la plupart, s'ils n'avaient pas lu les articles et la pétition qui circule sur les réseaux sociaux, n'auraient même pas incriminé le nouveau Levothyrox. Donc c'est pour ça que nous, notre message quand même en tant que professionnel de santé, c'est de vous dire pas de panique. Si vraiment vous sentez plus fatigué, déprimé ou des bouffées de chaleur, des palpitations, bien sûr, demandez un contrôle à vos médecins. Autrement, il faut surtout ne pas arrêter le traitement juste parce qu'on dit dans la presse que ça donne les effets indésirables. Le médicament, je rappelle encore une fois, n'a pas été modifié, c'est pas l'hormone qui a changé, ça n'est en aucun cas un nouveau médicament, c'est un médicament qu'on utilise depuis des années et des années, et c'est un médicament qui n'est pas prescrit pour rien. Il y a des malades, il y a plusieurs raisons d'être en hypothyroïdie, mais il y a certains malades qui n'ont pas du tout de thyroïde, donc eux, ils n'ont pas le choix. Eux, s'ils arrêtent le traitement, ils courent à la catastrophe. Donc, il ne faut pas arrêter le traitement sans l'avis d'un médecin. Il faut pas arrêter le traitement sans l'avis d'un médecin. Dites donc, Sarah, j'ai envie de dire, c'est la faute à pas de chance, là, pour vous. C'est pour Sarah, Oui, Sarah, c'est la faute à pas de chance pour vous. Ah, excusez-moi. Oui, c'est moi, c'est la vie. Bah là, ça prouve que vous êtes plus concentré, là. Vous répondez même plus à mes questions, voilà. Merci les Levothyrox. Ouais. Voilà, mais je vais juste rajouter quelque chose au niveau des 1500 cas. En fait, ce nombre est faussé parce que beaucoup ne se sont pas déclarés, dont moi. Je me suis pas déclarée parce qu'il y a un lien où on doit se déclarer comme quoi on a des symptômes. Et je connais beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui ne se sont pas déclarées non plus. Ouais. Donc en fait, il y a beaucoup plus que 1500 cas qui sont intolérants au mannitol. Quand vous voyez les effets secondaires du mannitol, les gens qui sont hypersensibles, il y en a qui ont de la chance parce que vous leur donnez n'importe quel excipient et ils réagissent pareil, de la même manière, puisque le principe actif est le même. Mais d'autres personnes, malheureusement, qui sont dans mon cas et ont une TSH normale, mais qui ont ces symptômes, malheureusement, ces effets secondaires qui sont invivables, quoi. On le supporte plus. Et juste pour info, au niveau du chiffre d'affaires de Merck, bon, c'est comme ça, hein, c'est juste pour info. En 2015, c'est 35 milliards d'euros. Ah oui, juste bah voilà. Info. C'est pas pour rien. Et c'est pas le laboratoire le plus riche. Voilà. Oui, c'est pas le laboratoire le plus riche, mais ça en fait partie. Il y a quand même un sacré business quand même dans les laboratoires pharmaceutiques. Jamel, je sais pas si tu suis un peu l'affaire de près, mais il y a quand même des problèmes de lobby, voilà, ça sent un peu, tu vois, un peu. Ça toujours, il y a eu toujours des histoires de ce genre. Il y a des. Malheureusement, on dépend de ces laboratoires.
Vous voyez. Exactement. C'est ce que j'allais dire, ouais, Christophe, parce que s'il n'y avait pas ce lévothyrox, je serais plus, au bout d'une semaine, comme je n'ai plus de thyroïde, je tombe dans le coma et je meurs. Ah oui, alors docteur, tiens, c'est très intéressant ce que dit Sarah. Quand on prend pas ces médicaments, quand on a des problèmes de thyroïde, on risque quoi? Alors, c'est pas tout de suite le coma, hein, ça, je pense que on a bien près du téléphone, docteur, hein. Par contre, il faudra vous racheter un téléphone. Oui. Hein. Alors, on ressent d'abord des signes de manque d'hormones, donc fatigue, prise de poids, ralentissement des idées. Et en fait, le danger, c'est que ça peut aussi finir par un peu ralentir le cœur et faire des épanchements. Donc, c'est une accumulation de liquide autour du cœur, au niveau des jambes, une rétention d'eau. Oui. Donc, c'est ça qui est un peu dangereux. Mais ça n'arrive pas immédiatement. Il y a quand même un délai avant qu'on arrive à ce stade-là. Mais voilà, il faut pas s'amuser à arrêter le traitement parce qu'il y a quand même des risques vite. Alors, pour synthétiser un petit peu le tout, ceux qui nous écoutent depuis tout à l'heure et qui peut-être connaissent des personnes qui ont des problèmes de thyroïde et qui prennent effectivement ce médicament, si vous n'avez pas les effets secondaires que vient de raconter Sarah, pas d'inquiétude, j'allais dire, dans l'immédiat. Si en l'occurrence, effectivement, vous constatez bien quelques changements en matière des effets secondaires, ça peut être donc troubles de la mémoire, problème de concentration, bouffée de chaleur, etc. Là, il faut consulter, alors pas forcément votre spécialiste, hein, docteur, votre généraliste pour faire une prise de sang, le TSH, pour vérifier où ça en est, et ensuite avec le spécialiste ou le docteur réadapter donc la dose de la prise de médicaments. C'est en ça qu'il faut retenir. Voilà. J'ai bien compris. Exactement. Hein. J'ai bien compris. Donc je vous ai bien écouté. Donc c'est parfait. Bah écoutez, on sera peut-être amené à en reparler si cette affaire prend de l'ampleur, docteur et Sarah. Merci en tout cas d'être venu justement nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit et ce qu'il en advient. Et puis on sera amené à se reparler probablement. En tout cas, merci beaucoup, docteur Karcha, endocrinologue, pour avoir répondu et éclairé donc sur ce problème. En tout cas, ce problème que rencontrent certaines patientes à propos de la prise de ce médicament lévothyrox. Merci beaucoup, docteur. Merci. C'était un plaisir. Merci, à très bientôt. Merci beaucoup, Sarah. Et bon courage donc, en espérant que vous allez trouver rapidement une issue favorable donc à ces. Je vais aller dans un autre pays, c'est tout. Hein. Alors au Maroc, il paraît que c'est l'ancienne formule encore au Maroc, par exemple. Ouais, mais dans tous les autres pays aussi, Maroc, la Suisse, mais bon, la Suisse à 20 € la boîte, vaut mieux aller au Maroc. Hein. Ouais, peut-être moins cher. C'est pour ça que je vous dis le Maroc, moi. En tout cas, merci beaucoup, Sarah, et bon courage à vous. Merci, au revoir. Voilà, donc on a tenté un petit peu d'y voir un peu plus clair sur ce problème concernant ce médicament. Donc pas de panique s'il n'y a pas d'effet secondaire. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir aujourd'hui. Alors, dans un instant, messieurs dames, on va jouer au quiz du LGF pour vous offrir quoi? Une belle paire de Ray-Ban offert par l'opticien Entrevue Optique à Villepinte. C'est maintenant qu'il faut nous appeler. Je prendrai donc 2 appels. Il va y avoir un affrontement entre 2 auditeurs pour gagner cette belle paire de Ray-Ban d'une valeur maximale de 169 €. 01 40 33 9000. C'est maintenant qu'on vous attend. Le véritable tube de cet été, Jamel, s'appelle L'Artiste actuellement. Ouais, ça bouge bien. Un artiste qui a le vent en poupe. Ah, pour le coup, oui. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous en direct, bien entendu, jusqu'à 18h avec monsieur Jamel Lamri. Restez bien avec nous, on va parler justement de cet événement que va organiser l'Académie française de la pensée islamique le 23 septembre. C'est la 2e rencontre des intellectuels musulmans de France. Alors francophone. Ouais, l'idée c'est d'être on peut inviter aussi des gens du Maghreb ou de Belgique ou de Suisse qui maîtrisent le français. Parfait. Pour l'heure, messieurs dames, c'est l'heure de jouer au quiz du LGF. Avec cette semaine offerte par Entrevue Optique au 27 avenue Édouard Branly 93 420 Villepinte. Une paire de Ray-Ban, une valeur maximum de 169 €. Entrevue Optique au 01 49 63 01 46 sur Facebook. Entrevue Optique IC, ouvert du mardi au samedi. Superbe paire de lunettes que vous pourrez choisir donc jusque 169 €, valeur maximale donc offert par Entrevue Optique. Pour jouer avec nous aujourd'hui, j'accueille Mohamed qui décidément retente sa chance régulièrement. Salut Mohamed. Salut. Notre routier préféré, Ouais, exactement, ça fait 3 fois. Notre Lensois du Pas-de-Calais. Alors, j'en ai eu plein d'autres qui je suis désolé, mais voilà, c'est le premier qui appelle, c'est comme ça. Mohamed, là, t'as tenté ta chance, t'as perdu 3 fois. Peut-être que la 4e sera la bonne.
Non, j'ai perdu 2 fois. La 3e sera la bonne. Ah, la 3e sera la bonne, d'accord. Donc on dit jamais 203. Jamais 203. Voilà. Mohamed, t'es dans ton camion toujours? Toujours, oui. Ouais, tu livres quoi, rappelle-nous? Des pièces auto. Des pièces auto, voilà. Attention, est-ce que c'est vrai d'ailleurs, tiens, je rêvais de poser cette question à Camilla, est-ce que c'est vrai que les automobilistes se croient tout permis? Oui, tout à fait. Hein, je parle des voitures, hein. Certains, oui, des voitures. Des camions aussi. Des camions aussi, bon. Oui, on va être sincère. Le comportement des automobilistes français est quand même déplorable, hein, faut le dire. Il y a qu'à aller dans notre pays voisin qui est l'Allemagne, on voit que les limitations sont beaucoup moins présentes, mais le comportement routier est quand même beaucoup plus constaté. Voilà, cherchez le terme. Oui, mais les accidents sont beaucoup plus graves. Ah bah ouais, non, mais forcément, quand c'est à 200 km/h, ça fait mal. Ouais, ça fait mal. Pour jouer contre toi, une nouvelle dame, après Nadia qui a gagné hier, c'est Radika. Ouais. Bonsoir Radika. Bonsoir. Bonsoir Radika, vous nous appelez d'où? D'Orléans. D'Orléans. Ah, une Orléanaise qui veut gagner donc sa paire de Ray-Ban. Présentez-vous un petit peu aux auditeurs, ma chère Radika, vous faites quoi dans la vie? Vous avez quel âge? Enfin, dites-nous tout. Alors, je suis assistante logistique, j'ai 34 ans. Parlez bien devant votre téléphone par contre, parce que sinon ça va être compliqué là. Vous avez un kit main libre ou? Non, c'était le combiné téléphone. Ouais. Bah, c'est bon. Bon, voilà, c'est mieux. Non, je suis assistante logistique, j'habite à 45 et j'ai 2 enfants. 2 enfants, formidable. Bon, alors ma chère Azika, vraiment parlez bien près du téléphone pour que je puisse bien entendre vos réponses. Voilà. Pas de souci. C'est ça je sais pas si vous avez remarqué, messieurs dames, que dans les nouveaux téléphones, il suffit que tu t'éloignes un tout petit peu à droite ou à gauche du micro, on n'entend plus rien. C'est des micros hyper sensibles maintenant sur les téléphones et voilà. Bon. Et susceptible. Jamel rigole. Alors ma chère Azika, honneur aux dames, hein, Mohamed, on est d'accord? Oui, bien sûr. Bon, ma chère Azika, est-ce que tu es prête? On y va. Je vais déclencher le chrono et donc tu vas répondre à 5 questions que je vais te poser. 5 questions également sera posées à Mohamed, pardon. Et on verra qui s'en sortira le mieux, d'accord? Ça marche. Allez, on y va, c'est parti. Top départ, ma chère Radika. Première question. Hop, elles sont là mes questions. Voilà, je les ai trouvées. Que contient la bosse d'un chameau et d'un dromadaire? Est-ce de l'eau ou de la graisse? De la graisse. Quel pays d'Amérique du Sud a été frappé par de nombreuses émeutes de la faim en 2016? Est-ce le Venezuela ou la Colombie? Le Venezuela. Par quelle initiale désigne-t-on l'Allemagne de l'Est jusqu'en 1990? Est-ce la RDA ou la RFA? La RFA. RFA? D'accord. Oui. La RSA, c'est ça. Combien y a-t-il eu de premiers ministres sous la présidence Nicolas Sarkozy? 1 ou 3? 3. Et enfin, quelle capitale se trouve au confluent du Nil Blanc et du Nil Bleu? Est-ce Le Caire ou Khartoum? Ouais, du Khartoum. Bon. On va voir un peu ce que ça a donné. Mohamed, qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal, écoute, c'est pas mal, une ou 2 questions près, que je doute. Mohamed, c'est peut-être ton tour aujourd'hui, je ne sais pas. En tout cas, tout va dépendre de toi. On y va, Mohamed? On y va. Allez, c'est parti, on y va. Première question que je te pose, Mohamed. Oasis est un nom masculin ou féminin? Masculin. Combien y a-t-il de secondes dans une heure? 3005 ou 3600 secondes? 3600. De quel pays Dubaï fait-elle partie? Du Qatar ou des Émirats Arabes Unis? Qatar. Waouh. Combien de pattes les araignées ont-elles? 8 ou 6? 8. Quelle est la tenniswoman la plus titrée de Roland Garros? Est-ce Serena Williams ou Chris Evert? Serena Williams. Ouais, c'est pas bon. C'est pas bon, je sais pas, on va voir ça. Jamel, qu'est-ce que t'en penses là, nous deux là? En tout cas, c'est les 2 bons candidats. Ah oui, 2 bons candidats. Sans nul doute, évidemment. Et ce soir, c'est pour Mohamed, je crois. Ah, attendez, on va pas tuer la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Enfin, je sais pas si j'ai mis ça dans le bon ordre, mais on va vérifier ça tout de suite avec la première question que je t'ai posée, ma chère Radika, qui était la suivante. Bon, c'est pas la peine de klaxonner, mon cher Mohamed. Hein. Que contient la bosse d'un chameau ou d'un dromadaire? Tu m'as répondu la graisse. Oui. C'est une bonne réponse. Mohamed, première question que je t'ai posée. Oasis est un nom masculin ou féminin? Tu m'as répondu masculin, c'était féminin. On dit une Oasis. Oui. Voilà. Deuxième question, ma chère Radika. Quel pays d'Amérique du Sud est frappé par de nombreuses émeutes de la faim en 2016? Est-ce le Venezuela ou la Colombie? Tu m'as répondu le Venezuela.
C'est une deuxième bonne réponse. Eh oui, 2-0 pour l'instant. Elle s'échappe. Mon cher Mohamed, combien y a-t-il de secondes dans une heure? 3005, 3006, tu m'as répondu 3006, c'est une bonne réponse. 2-1. Mohamed recolle. Radika. Par quelle initiale désigne-t-on l'Allemagne de l'Est jusqu'en 1990? Tu m'as répondu le RSA. Bon, c'était ni le RSA, ni le RFA, c'était le RDA. Ah oui, c'est pour moi, c'est... Ah bah oui, oui. Compris. Bon, pour le coup, là, tu marques pas. Mon cher Mohamed, quel pays... Oui, alors c'est voilà. De quel pays Dubaï fait-elle partie? Tu m'as répondu les Émirats Arabes Unis, c'est une bonne réponse. Une bonne réponse. Elle a répondu Dubaï. Ah oui, non, tu m'as répondu le Qatar, effectivement. Ouais. Heureusement que Radika, elle guette, hein. Bravo, Radika. Elle suit. Mauvaise réponse. Donc, Mohamed ne marque toujours pas, toujours 2 pour Radika. Alors, combien y a-t-il eu de premiers ministres sous la présidence Sarkozy, ma chère Radika? Vous avez dit 3? Bah non, il y en a eu qu'un, c'est François Fillon. François. Bah oui, François. Le François, il s'est accroché à son poste. Il n'a rien lâché. Mohamed. Il ne lâche rien. Ah bah non, il ne lâche rien. Mohamed. Oui. Tu adores les araignées, hein, a priori, puisque combien de pattes ont les araignées? Tu m'as répondu 8. 8, c'est une bonne réponse. Attention, tout va se jouer sur cette question. Ouh là là. Eh oui, le suspense est à son comble. Ma chère Radika, je te posais la question, quelle est la capitale qui se trouve au confluent du Nil Blanc et du Nil Bleu entre le Caire et Khartoum? Tu m'as répondu Khartoum. Et c'est une bonne réponse. Attention, Mohamed. Quelle est la tenniswoman la plus titrée de Roland Garros? Est-ce Serena Williams ou est-ce Chris Evert? Tu m'as répondu Serena. Et c'est une mauvaise réponse. Victoire de Radika. Bravo Radika. Bravo. Merci beaucoup, c'est gentil. Mohamed, jamais 203 là pour le coup, non c'est pas bon hein. Effectivement, mais je lâche pas l'affaire, hein. je reviens à la charge. Bon, soyez rapide parce que Mohamed il veille au grain. Attention, dès que je lance le top, il appelle direct, tu vois. Il va absolument gagner sa paire de Ray-Ban. Bon, en tout cas, peut-être à demain Mohamed alors. Ouais, et à demain peut-être. Salut. Bon Radika, c'est une superbe Ray-Ban que tu vas pouvoir choisir. Alors, je sais pas comment ça va se passer pour la choisir, puisque donc c'est à Villepinte que ça se situe. D'accord. Mais alors je sais pas, est-ce que tu viens de temps en temps sur Paris Ça m'arrive, mais après si je peux la recevoir directement à domicile. Alors comment ça va se passer, c'est qu'ils vont prendre contact avec toi et vous allez vous arranger entre vous, d'accord? Je rappelle que cette paire de Ray-Ban est offerte par Entrevue Optique au 27 avenue Édouard Branly, 93 420 donc 93 420 Villepinte. Vous pouvez les joindre au 01 46 49. Décidément, je dis n'importe quoi. 01 49 63 01 46. Sur Facebook, c'est Entrevue Optique IC et c'est ouvert du mardi au samedi. Bravo encore Radika. Une paire de Ray-Ban que tu vas pouvoir choisir jusqu'à 169 €. Hein. Donc il y en a plein a priori. Il y en a forcément une qui va te faire plaisir et avec laquelle tu vas te prendre en photo et que tu nous enverras évidemment. Il n'y a pas de souci. On y compte bien. En tout cas, ne quitte pas ma chère Radika. On va prendre tes coordonnées. Et encore bravo. Et je vois que là, depuis le début de la semaine, on a 2 garçons et 2 filles qui donc ont remporté. Donc c'est bien, l'égalité est bel et bien respectée, y compris dans le quiz du LGF. On va pas s'en plaindre. Merci beaucoup. Bon. En tout cas, merci beaucoup. À bientôt, Radika. Ne quitte pas. Oui. Je peux passer un petit message. Ah je t'en prie, vas-y. Voilà, parce que hier j'ai écouté par rapport à ce qui se passe en Birmanie actuellement. Oui. Je tenais à remercier quand même parce qu'on disait qu'on n'avait pas de porte-parole, mais le président Erdogan a demandé directement à la présidente du Bangladesh d'ouvrir ses frontières pour pouvoir faire passer tous les réfugiés et il les prendrait en charge en Turquie. Donc j'espère que la présidente acceptera sa démarche. Mais il est prêt à prendre tous les devants pour accueillir le maximum de réfugiés birmans. C'est vrai qu'il y a des pays qui se bougent, on peut pas dire autant des pays du Golfe par exemple. Qui prennent vraiment parti, exactement. Bon, il faut saluer. Il faut saluer effectivement, il faut saluer le geste du président. Turc. L'action concrète. Oui. Exactement. Absolument. Voilà. Ne quitte pas Radika, en tout cas et encore bravo pour cette belle paire de lunettes qui va sans nul doute t'embellir, quoique t'as pas besoin de ça. C'est sûr. Ouais. Ne quitte pas en tout cas. Bon, mon cher ami Jamel, maintenant on va passer à la playlist de la Team LGF. En effet, je demande chaque jour aux chroniqueurs, aux participants de cette émission de nous choisir un titre et de nous expliquer ce pourquoi ils décident de nous faire écouter ce titre. Je t'écoute Jamel, nous t'écoutons. Alors le titre que j'ai choisi aujourd'hui, c'est Sinia de Nasser Riwan. Donc le fameux groupe marocain
marocains, les Rolling Stones marocains, pour celles et ceux qui connaissent beaucoup. Pourquoi j'ai choisi ce groupe-là, au-delà du fait que je sois un franco-marocain, c'est que c'est un groupe qui représente un petit peu l'idée que je me fais de l'artiste, c'est-à-dire non seulement être authentique, non seulement avoir des paroles sensées, et en même temps être engagé. Et il s'avère que Nasser Rewan a été capable à un moment donné d'être les porte-voix de toutes les souffrances du Maghreb dans les années 60, 70, être un peu le porte-voix des sans-voix, être engagé, prendre des risques même vis-à-vis à l'époque de la royauté d'Hassan II. Ah oui. Paix à son âme. C'était pas évident. On n'avait pas forcément l'habitude de ces pratiques, de prendre la parole de cette manière dans le Maghreb. Et pourtant, ce sont des artistes qui se sont levés, qui ont fait communion avec les aspirations d'un peuple, et ils l'ont fait de manière tout en respectant l'esthétique, la beauté de la langue arabe. La beauté également, une éthique musulmane également, et en fait c'est ce cocktail finalement qui fait que voilà, ce sont des artistes qui ont marqué l'histoire, et nous qui parfois on a tendance un peu à séparer aujourd'hui, nous musulmans de France, on s'intéresse beaucoup aux anachides ou alors aux groupes de rap, mais en laissant également tous ces groupes qui font partie de notre histoire, des histoires des franco-maghrébins, ouais. Et ce sont des gens qui ont dit des choses extrêmement puissantes, extrêmement profondes, pertinentes, profondes, fécondes, et j'ai voulu aujourd'hui les mettre à l'honneur, pour les nostalgiques, mais pour celles et ceux qui espèrent en l'avenir, et que demain il y ait des artistes, des gens engagés, des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes, qui s'inspirent de Nasser Rewan pour apporter du beau dans une société qui malheureusement fait trop de place au lait. On écoute Nasser Rewan, donc titre choisi par Jamel. Ah bah alors là, pour le coup, mon cher Jamel, tu nous as bien fait voyager au travers de ce titre de Nasser Rewan, qui a dû faire plaisir à beaucoup d'entre vous, j'en suis sûr. Oui, que je dédicace à ma chère maman, mon épouse, et à toutes celles et ceux que je connais de près et de loin. Voilà. Bon, en tout cas, il n'a pas été trop chauvin, il a choisi un groupe mythique de son pays d'origine. Oui, et franchement, c'est une musique qui, à un moment donné, quand on atteint ce niveau-là, on parle au monde entier, et tous les Maghrébins, le Rolling Stone du Maghreb. On les appelait comme ça, en fait. Ouais, je sais. Les Rolling Stones du Maghreb. Mais peut-être qu'on devrait appeler les Rolling Stones les Nasser Rewan d'Europe. Ça serait bien d'inverser aussi un peu ça serait pas mal, comparaison. Effectivement. En tout cas, merci beaucoup, Jamel. Et c'est ça, depuis que j'ai entamé ce petit rendez-vous là, et je vois que les chroniqueurs me font voyager musicalement, nous font voyager quotidiennement. Merci à toi d'avoir. C'est superbe. Tu vas te passer de Jason Rouleau à Nasser Rewan. Franchement, il y a que France Maghreb 2 et que le LGF qui vous le permet. Ça, je vous assure que c'est vrai. Allez, dans un instant, on va terminer avec une chose hyper positive. On va parler d'un coup de cœur de Jamel, donc à propos des musulmans qui se sont vus ne plus pouvoir prier. Je crois que c'est une salle qui a eu des gros dégâts, et du coup les frères juifs et catholiques se sont réunis pour essayer de faire en sorte que les musulmans puissent prier. On en reparle dans un instant. Exactement. Le grand forum sur France Maghreb 2, 16h-18h, c'est le rendez-vous, évidemment, qu'il ne faut impérativement pas louper, pour bien entendu permettre à chacun et chacune de pouvoir s'exprimer, et puis aussi profiter du contenu que l'on vous sert sur un plateau d'argent chaque jour avec les différents participants, et en l'occurrence aujourd'hui Jamel Lamri, qui, je le rappelle, en tant que président de l'Académie française de pensée islamique, vous convie ce 23 septembre pour cette deuxième rencontre des intellectuels musulmans francophones, avec plusieurs tables rondes au cours d'une journée, donc le 23 septembre, une journée entière, avec un thème que vous avez choisi, mon cher Jamel. Voilà, Islam de France avec un S, un culte, des cultures, une société, et vous réservez directement sur le lien WizEvent. Vous tapez www.wizevent, CIMF, donc qui veut dire colloque intellectuels musulmans francophones. Voilà, on rappelle sur Facebook la page de l'événement. Pareil, CIMF également, Facebook, CIMF, les gens vont directement, mais c'est sur le lien WizEvent qu'on s'inscrit. Très bien. Et je rappelle aux auditeurs, informe aux auditeurs que la semaine prochaine, il y aura des places à vous offrir dans le cadre du quiz LGF. Donc une place par jour, c'est d'une valeur de 35 €, puisque ça comprend le petit déjeuner, le déjeuner, la pause café,
tout ce qui va bien parce que ça démarre dès 8h30 le matin. Hein, et donc, trois grandes tables rondes. Avec beaucoup de personnalités et pas des moindres. Mon cher Jamel, pour terminer, on va terminer d'ailleurs sur une chose très positive, c'est très bien. Positive, c'est le coup de cœur. On pouvait... France Maghreb 2, le coup de cœur. Ah oui, on l'oublie toujours le jingle. Hein. Donc Jamel, oui, on ne pouvait que terminer sur une note positive après avoir écouté Nasser Rewan. Donc oui, moi je voulais terminer sur ça quand j'ai vu passer l'information, j'ai tout de suite adhéré, ça m'a transporté. Je me suis dit voilà, il y a des parfois on parle beaucoup de choses négatives dans la société et là il y a des informations comme ça qui vous réjouissent, qui vous donnent la banane, qui vous donnent le smile et c'est voilà le curé, le rabbin dans le 15e qui ont vu que les musulmans étaient privés d'une salle de prière parce que celle-ci a subi un dégât des eaux. Donc les musulmans ne pouvaient pas prier et le curé leur a ouvert une partie de l'église pour que les musulmans puissent faire la prière. Et ça pour moi c'est ce que l'on attend finalement de la religion. C'est la quintessence même du message religieux de toutes les religions monothéistes. C'est quand dans les moments de difficulté, on se rappelle qu'on n'adore qu'un seul et même Dieu et que on ouvre ses portes, les portes de son lieu de culte, même si on a des manières différentes de pratiquer, de cheminer vers Dieu, on ouvre ses portes, on ouvre l'église, on ouvre la synagogue pour accueillir les musulmans qui sont dans une difficulté. Et pour rester dans le beau, Christophe, j'adresse un message à mes co-religionnaires pour leur dire il y a beaucoup d'églises qui se vident. Il y a parfois beaucoup de nos amis chrétiens qui n'ont pas forcément une église à proximité. Et on voit qu'il y a plus de 2000 ou peut-être 3000 lieux de culte musulmans en France. Et j'espère qu'un jour on saura s'en rappeler et qu'on saura à un moment donné accueillir nous-mêmes nos frères et sœurs chrétiens et juifs qui auront soit subi un dégât des eaux, soit n'auront peut-être plus de lieux de culte, mais en tout cas voilà, il va falloir que nous aussi nous soyons capables et cette ouverture de là va à un moment donné être un indicateur du fait si oui ou non nous sommes en phase avec les grandes et belles et nobles valeurs de l'islam. Écoutez, on pouvait pas mieux terminer cette émission, mon cher Jamel, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Quand moi je vois des nouvelles comme celle-ci, voilà, j'ai eu envie de les partager avec. Du coup, ça fait pas plaisir à ton ordinateur qui est en face de toi là. Ouais, non, ça fait pas plaisir. Alors, qu'est-ce qui lui arrive à lui? Je sais pas. Un câble ou quoi? Je crois. Ah ouais, non mais bon. En tout cas, très belle histoire. Et je crois que le rabbin participe aussi aux travaux de cette salle de prière. Écoute, tu vois, encore un geste concret. Nous aussi, musulmans, on doit être à l'avant-garde, on doit être également les premiers à montrer, à tendre la main, à aider et ne pas rester uniquement dans les murs de la mosquée. Sortir, aller vers les gens qui ont des besoins, les gens qui ont des manques, que ce soit financier, que ce soit affectif, montrer l'exemple et incarner le témoignage concret de l'islam, le concret des valeurs de l'islam pour qu'on soit à la fois dans cette vie, dans cette dunya et qu'on prépare sereinement l'au-delà, l'akhira. Parfait. Quel beau message pour terminer cette émission. Je vous rappelle, amis auditeurs, auditrices, qu'évidemment, on sera là demain avec une synthèse des grosses actualités de la semaine. Ce sera désormais le rendez-vous du LGF le vendredi 16h-18h pour faire un rappel de ce qui a marqué l'actualité de la semaine avec Tarek Mami pour commenter un petit peu tout cela demain. On va parler un peu d'Arabie Saoudite. On parlera notamment de l'Arabie Saoudite qui a un peu perdu la main dans son conflit avec le Qatar. On en parlera demain avec Tarek Mami et vous pouvez donc nous adresser tous vos messages sur le mobile répondeur au 06 18 21 56 41. N'hésitez pas à profiter et à utiliser cet outil qu'est le mobile répondeur 24h124. Jamel, merci beaucoup, à bientôt. Merci à toi, merci à vous tous qui nous écoutez. Et merci de rester à l'écoute de France Maghreb 2 dans un instant Medjahed qui va vous divertir pour vous accompagner jusque 20h dans sa bonne humeur légendaire. Il est pour l'heure exactement et précisément à Paris et comme partout ailleurs en France d'ailleurs, à l'écoute de France Maghreb 2, 18h lors du rappel de l'actualité de ce jeudi 7 septembre. C'est avec Marine Garel. Bonsoir Marine. Bonsoir à tous. L'ouragan Irma qui a dévasté Saint-Martin et Saint-Barthélemy. L'ouragan a fait au moins 9 morts, dont 8 dans les îles de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, et le bilan pourrait s'alourdir. Un pont aérien est mis en place entre la Guadeloupe et les deux îles frappées. Les deux centrales électriques qui assurent l'essentiel de la production de courant sur les deux îles sont à l'arrêt, endommagées. L'opérateur historique Orange annonce un rétablissement complet du réseau mobile à Saint-Martin et progressif à Saint-Barthélemy.
Dans la disparition de la petite Maëlys, les plongeurs ont sondé les gorges de Chailles en Savoie ce matin. C'est le 12e jour de recherche de Maëlys, 9 ans, disparue à Pont de Beauvoisin en Isère. La trace ADN de la fillette de 9 ans, mêlée à celui du suspect, a été retrouvée sur le commutateur d'éclairage de son Audi A3, un bouton qui se trouve à gauche du volant. Or, selon les dires de l'ex-militaire de Domessin, la fillette a accédé à la banquette de sa voiture par la portière droite, alors que le bouton se trouve entre le volant et la portière gauche, côté conducteur. Un hélicoptère de la gendarmerie est mobilisé aujourd'hui pour ces recherches. Le principal suspect mis en examen et écroué dimanche soir pour enlèvement et séquestration vit actuellement chez ses parents en Savoie. Il avait déjà été placé en garde à vue avant d'être relâché vendredi dernier. Un homme de 48 ans a été interpellé au domicile de sa petite amie à Évreux dans l'Eure ce matin. L'homme arrêté est soupçonné d'avoir foncé sur un jeune policier en service hier à Verneuil-sur-Seine. Il fait partie de la communauté des gens du voyage. Il est connu pour de nombreux délits routiers. Une cinquantaine de militants de la cause animale ont envahi cette nuit l'abattoir Fleury-les-Aubrais dans le Loiret avant d'être délogés par les forces de l'ordre. Sport, et dès 2018, le championnat anglais fermera son mercato avant le début de la saison. Plusieurs managers s'étaient plaints cet été d'un marché des transferts s'achevant le 31 août alors que les matchs avaient déjà repris. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.